Est-ce que tu as subi ou tu as eu l'impression de subir un certain jugement ou de l'incompréhension peut-être? Tu sais, de voir que justement, ta famille, ce que tu leur disais, eux autres, ça faisait pas de sens pour eux parce que Mhm. eux avaient pas vécu ça en contexte de pandémie, tu sais. Mhm. Ben, je pense, tu sais, ils m'ont jamais démontré que, mettons, ça faisait pas de sens ou que j'avais pas ma place pour dire ça, mais je pense que, tu sais, souvent, là, quand j'ai des interrogations, je vais arriver, là, je vais parler avec maman, toi, là, quand t'as fait ça, comment ça a été? Puis, à ce moment-là, je pouvais pas faire ça. Mm. C'est surtout ça qui m'a manqué, mais, tu sais, je veux dire, c'est pas de la faute à personne, là. Je veux dire, ma mère, mes parents ont toujours été une oreille attentive pendant tout ça, là. C'est simplement contextuel, là. Exactement, tu sais, je pouvais pas arriver puis faire ça, je pouvais y en parler, mais elle avait pas ce vécu-là, Mm. veut pas, là. On était les premiers avec ça, puis tu sais, c'était comme... C'était difficile, puis tu sais, nos profs le comprenaient pas non plus, là. Tu sais, ça a comme... Rendu à ma deuxième année, j'ai été capable d'avoir des belles conversations avec mes profs là-dessus, puis de leur en parler, puis du fait comment que ça nous a affectés, tu sais. Mais la première année, tout le monde était en phase d'adaptation. Moi, je pense que les profs l'étaient autant que nous, là. Fait qu'il y avait vraiment personne d'outillé pour aider ces jeunes-là à s'adapter à tout ça, là. Parce que Exactement. littéralement, tout le monde était en adaptation, là. C'est ça. Puis malgré tout, je pense que j'étais extrêmement chanceuse. Tu sais, je le minimise pas parce que malgré le fait qu'il y a personne d'autre qui l'avait vécu de la même façon, il y a personne qui m'a tourné le dos. J'ai toujours senti que les gens étaient quand même derrière moi puis ils m'encourageaient à continuer puis à être là pour moi. Mais tu sais, ça n'a pas été le cas, là. Tu Mm. sais, on a vécu, nous, le plus gros taux de décrochage, là. Tu sais, on va finir à comme à peine 30 notes techniques. On a commencé à 80. Quand même. Ça n'a jamais été le cas, là. Tu sais, j'ai une de mes enseignantes en 20 ans de carrière, elle avait jamais vu ça, là. Tu sais, on perdait une classe par session, genre. C'était horrible. Fait que... Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que j'étais quand même très chanceuse, malgré le fait que c'était du nouveau, puis je pouvais pas me référer au vécu de personne, parce que j'étais très bien entourée, soutenue, dans tout ce que le plus que mes proches pouvaient faire, mais clairement, j'étais pas celle qui... J'ai pas été celle qui avait le plus de conséquences là-dedans, là. J'aimerais ça un peu savoir, parce que clairement, t'es rendu à une autre étape de vie que la mienne, là. Tu sais, t'as fini ton parcours scolaire depuis quand même quelques années. T'as quand même des expériences professionnelles. Comment ça se passe, l'équilibre travail, proche, études, accomplissement personnel? Je te dirais que en ce moment, ça se passe vraiment bien. Je me sens vraiment en équilibre. J'ai trouvé mes gens, je suis vraiment entourée. J'ai des projets qui me motivent aussi, qui me passionnent beaucoup avec ces gens-là. Mhm. Mais je te dirais que juste v'là un an, c'était vraiment pas ça ma réalité, là. Tu sais, ça a vraiment évolué beaucoup. Je te dirais qu'en sortant du cégep, j'avais vraiment la mentalité de oh yeah, c'est terminer les études, une grosse responsabilité de moins, un gros stress de moins. Je me disais que tout allait rentrer dans l'ordre, que tout allait être vraiment parfait et rose et joyeux. Finalement, c'était vraiment pas ça. La réalité, c'est que c'est pas parce que tu arrêtes les études que c'est miraculeux puis que ta vie est en équilibre à 100%, là. Mhm. Je suis rentrée dans le système scolaire comme TES. J'ai vraiment adoré ça et on est tombé en pandémie, comme on l'a bien sûr dit plus tôt. Service de garde d'urgence, c'était moins mon jam. Moi, j'étais vraiment avec les jeunes plus secondaires. Là, j'ai été Mhm. déployée plus au primaire. C'était pas le même contexte, c'était pas les mêmes tâches, c'était vraiment pas le même travail. Ça a été très, très difficile de s'adapter. Surtout que là, crème, faut s'adapter à la pandémie. Et là, se réadapter à un autre emploi que t'as pas voulu, que tu veux pas non Ouais. plus. Ça a été beaucoup d'adaptation, oui, un gros déséquilibre. Quand j'ai quitté le système scolaire par la suite, là, je suis retournée vraiment dans les organismes communautaires. J'ai trouvé un poste plus de style coordination. OK. Donc, il a fallu que je coordonne une équipe d'employés, puis j'ai vraiment adoré ça. C'est là que j'ai découvert mes futurs projets et tout ça. J'ai Mhm. découvert des amis extraordinaires avec qui on vivait des choses pas nécessairement évidentes, mais on était tellement tous ensemble pour se comprendre puis s'appuyer que le déséquilibre était moins grand. Malheureusement, j'ai pas été capable de mettre mes limites à temps, je crois, à mon travail. Puis, justement, j'ai rencontré mon mari. Ça a été de s'adapter aussi à une vie à deux. Fait que de se réadapter à plus vivre tout seul, à vivre avec quelqu'un d'autre. On a chacun nos façons de fonctionner. Déjà ça, c'était de l'adaptation. Puis au travail, ben, j'ai décidé de tout donner ce que j'avais.
Je voulais vraiment performer. C'était un travail qui me motivait. De devoir coordonner des gens aussi, ça me motivait à vraiment toujours rester numéro un dans mes apprentissages. Je voulais être à jour. Je voulais être une référence pour eux. Ils pouvaient toujours me demander de l'aide. Mais ça a fait en sorte que, justement, j'avais pas de limite. J'avais tout le temps l'impression de travailler. En fait, même quand je quittais le travail, ben le travail était encore dans ma tête, puis je travaillais quand même. Je travaillais sur la route, je travaillais en arrivant chez nous. J'étais tout le temps prise là-dedans, dans ce travail-là. On dirait que ça a pris toute la place. Tu sais, quand on parle d'équilibre, là, je pense que c'est vraiment de bien doser que chaque aspect de ta vie ait une certaine place, puis que tout soit égal, ou du moins équitable. Là, c'était vraiment, je pense que je donnais 10% de mon attention à ma vie personnelle, puis 90% de mon attention à mon travail, ce qui m'a vraiment mis dans une période de déséquilibre, là. Corrige-moi si je me trompe, mais ça se peut-tu qu'à ce moment-là, ton travail est passé de ton travail dans lequel tu t'accomplis à ton réseau social avec la gang d'amis que tu t'es créé dans ce milieu de travail-là, à ton bonheur personnel parce que c'était un défi dans lequel tu te sentais accompli dans ton vécu personnel à toi, dans ton histoire à toi, en plus d'être ton travail. Fait que là, c'était comme... Ça se peut-tu que ce soit une réalité différente de devoir vivre, non seulement... Là, c'était comme pas nécessairement un équilibre entre les différentes sphères où tu dois te départager, mais tout est à la même place. Ouais, tout était à la même place. C'était vraiment étrange comme feeling, sauf que tout est à la même place, sauf mon conjoint. Ce qui a apporté des problématiques à la maison parce que, tu sais, moi, ma vie, mes amis, mon travail, comme tu dis, tout était à un seul endroit. Mais au final, c'est pas ça, là. C'est pas vrai, là. C'est pas ma vie qui est là, c'est juste mon travail. Mais oui, en effet, vu que mon cercle d'amis était là, mes projets étaient là, mes défis étaient là, j'avais juste l'impression de me réaliser dans ma sphère du travail et non pas dans ma sphère personnelle. Tu sais, j'avais même plus l'impression d'être chez moi quand je retournais chez moi. Je pensais juste à ça, mais c'était pas sain, là, de penser comme ça. C'était vraiment malsain de toujours avoir l'emploi en tête, de toujours vouloir travailler, de toujours vouloir aider, tu sais, d'être vraiment le palier de secours à tout dans un emploi, là. Absolument. Puis comment tu t'es rendu compte? Comment a été la réalisation de « je suis en période de déséquilibre en ce moment, je suis pas bien là-dedans ». Ah, je tombe en arrêt de travail. OK. Il a fallu que je me rende là. OK. Ça l'a... Je pense que les employés, ils l'ont vu. Je crois que moi aussi, je l'ai vu parce que, en fond, moi, j'ai quand même un passé là, avec la dépression. Fait que les symptômes d'une dépression, les symptômes de burn-out sont quand même similaires. On va pouvoir en reparler dans un autre podcast plus tard. Mais oui, c'est ça, c'est assez similaire. J'ai commencé à ressentir ces symptômes-là. Je les avais en tête. Je me disais que j'allais reprendre le dessus. Je me disais que j'étais capable. Mes amis autour de moi, mes employés me disaient que je commençais à avoir l'air fatiguée. Ils voyaient là, que ça m'affectait plus un peu ce qui se passait au travail. J'avais de la misère à décrocher. Quand on se voyait à l'extérieur du travail, on parlait juste de job aussi. C'est ça. Ça a été plein de petits signaux, plein de petits symptômes comme ça que j'ai vu venir. Je les ai vus apparaître. Je les ai vus pendant que je les vivais. Je crois que je refusais de m'avouer que c'était ça parce que je voulais pas arrêter. J'aimais tellement ça que je ne voulais vraiment pas prendre de risque de l'arrêter. Puis au final, je me suis rendue en arrêt de travail après avoir contracté la COVID, malheureusement. Puis c'est là que je me suis rendu compte que ça fonctionnait vraiment pas, là, ce que je faisais. Puis que si je voulais continuer à vivre avec mon mari, si je voulais commencer à regarder pour peut-être avoir une famille éventuellement, pour d'autres projets personnels avec lui, puis avec ma famille élargie, il allait falloir que je mette les breaks puis que je change la direction dans laquelle j'étais, même si j'étais en amour par-dessus la tête avec cet emploi-là. Je pouvais pas continuer, là. Je trouve ça vraiment intéressant que ce que tu dis parce que j'ai l'impression que souvent, quand on parle de comme fatigue, c'est souvent un peu... Ça vient souvent avec une fatigue d'intérêt aussi, un peu pour ton travail et tout. Fait que là, je trouve ça vraiment intéressant d'entendre ta perspective de... Tu peux t'épuiser complètement, te vider avec quelque chose qui te passionne puis qui t'aime, t'aimes, même si ça t'allume, tu peux être complètement à terre. Hein. Exactement, mais c'est ça, la ligne est mince parfois.
Tu sais, par rapport au travail, oui, c'est vrai que la majorité des gens, on entend beaucoup une baisse d'intérêt par rapport aux tâches, par rapport au travail, c'est démotivant, t'as plus le goût d'y aller. Mais on parle rarement de, oui, mettre sa passion de l'avant dans son travail, mais de faire attention pour bien doser ta passion. Tu sais, que même si c'est ta passion, ça veut pas dire qu'il faut que tu te mettes dedans à 150% à tous les jours, là. C'est pas sain, là, au final. Non, c'est ça. Mais je pense que c'est ça qui a contribué aussi peut-être au fait que je me disais que ça allait passer, que ça allait être correct, que je voulais pas arrêter parce que je me disais, ben là, c'est ma passion, puis j'aime encore ça. Fait que ça doit pas être si pire que ça. Si j'ai encore envie d'aller travailler, si je suis encore motivée, je dois pas être si épuisée, je dois pas être tant que ça en déséquilibre. Et au final, j'étais juste dans le gros déni, là, d'après moi. Là. Fait que c'est vraiment quand même des gros enjeux, essayer de balancer tout ça, parce que à ce moment-là, ton travail prenait toute la place, même si c'est ça que t'aimais, là. Oui, puis c'est confrontant aussi quand ta famille te... J'avais comme un peu les deux discours dans ma famille. Tu sais, j'avais un discours de « Hey, wow! » Tu sais, tu te donnes tellement, tu travailles tellement fort, t'as tellement de responsabilités, puis t'es si jeune pour avoir toutes ces responsabilités-là. Il y avait un côté de moi que je me faisais full valoriser par rapport à ça, là. Puis il y avait l'autre côté qui était comme « Hi! T'as l'air vraiment fatigué. Hi! T'es vraiment pas de bonne humeur. Hé, pourquoi tu pleures autant, tu sais? Tu pleures pas autant que ça d'habitude. Oui, je pleure souvent parce que je suis une âme sensible, là, mais pas tant que ça, tu sais. J'étais plus dark, j'étais un peu plus isolée, tout ça. Quand les gens t'expriment des inquiétudes, on dirait que ça a le moins d'importance que quand les gens te valorisent et te mettent sur un piédestal à cause de ton emploi. Comment tu veux te sentir bien puis pas coupable de prendre une pause de cet emploi-là quand que tout le monde te met sur un piédestal et te dit « Oh wow, j'en reviens pas que t'es capable de faire ça. J'en reviens pas que tu gères ça tout seul. J'en reviens pas. » Tu sais, moi, je me sentais pas bien, là. Tu sais, moi, j'étais comme « comment encore une fois, la perception des autres, comment les gens vont me voir si je fais un arrêt? Ça veut-tu dire que je suis pas capable de le faire? C'est moi le problème? Qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, c'était toute la remise en question. Puis moi, personnellement... En fait, je dis moi personnellement, mais je pense que c'est la majorité des êtres humains, c'est très inconfortable de se faire remettre en question et de se remettre en question. C'est jamais agréable, c'est pas... c'est ça, c'est pas quelque chose de confortable à faire. Et là, j'étais comme prise là-dedans. J'étais obligée de me remettre en question puis de vraiment dépasser le « OK, ouais, mais les gens, ils vont me juger, là. Les gens, ils vont me juger si j'arrête. Ça veut pas dire que je suis pas bonne, ça veut pas dire que je suis pas capable de le faire. Ça veut juste dire que là, mes limites ont été dépassées de beaucoup, puis je dois recadrer le tout, là. Puis ça me fait penser au fait que en tant que proche, quand même, ça peut être challengeant, parce que quand tu vois des gens autour de toi avoir des beaux accomplissements, tu veux les encourager, tu veux les féliciter, tu veux nommer ta fierté de les voir s'accomplir, puis comment tu trouves ça hot. Mais selon toi, qui a comme vécu l'autre côté de la médaille, est où la ligne quand tu vois quelqu'un se dédier à son travail, fait que tu veux le féliciter puis l'encourager dans ses accomplissements, mais qu'en même temps, il en fait vraiment beaucoup? Comment se placer en tant que proche de quelqu'un qui vit quelque chose comme ça? Ben, tu sais, je pense que c'est toujours important d'encourager puis de dire que, tu sais, de féliciter puis de dire « Wow, tu sais, c'est incroyable que tu fasses ça et tout ça. Je pense quand même qu'il faudrait développer peut-être le réflexe de demander comment ça va, pour vrai. Genre, « Hey, je te vois vraiment performer dans ta job. Je te vois mettre tellement d'efforts, tellement de temps, mais t'es-tu correct? » Tu sais, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que t'es épaulé? T'as-tu de l'aide? Est-ce que tu les mets, tes limites? Est-ce que tes limites sont respectées? Tu sais, aller plus loin que juste l'encouragement puis la surface, là. Allez poser des questions. Ayez pas peur de les poser, ces questions-là. Moi, quand mes employés me posaient la question... Comment tu fais pour gérer tout ça? T'sais, comment tu fais pour garder ta tête au-dessus de l'eau? Je leur disais, là, ma tête est bien enfouie en dessous de l'eau live, là. C'est juste que, toi, ce que tu vois, c'est la petite paille sur le dessus qui m'aide à respirer, là. OK. Faut juste prendre le temps, je pense, de se le demander, puis de vraiment être... Autant, oui, la personne qui le demande, tu sais, d'y aller en profondeur, puis en transparence, puis être prêt à accueillir ce que la personne va dire, autant que la personne qui répond, de pas avoir peur de le nommer. Tu sais, de baisser cette crainte-là d'être jugé, d'avoir l'impression de pas en faire assez ou de pas être à la hauteur, ou tu sais, le syndrome d'imposteur, un peu comme tu parlais tantôt, de vraiment baisser cette garde-là, puis d'être honnête envers soi puis envers les autres, puis d'oser le dire, là. Si t'es débordé, là, ben dis-le. Peut-être que la personne à qui tu le dis
va avoir une solution qui va pouvoir t'aider, va avoir un conseil à te donner auquel tu n'aurais pas pensé, puis que tu vas faire « Oui, j'avais pas pensé à ça, c'est une excellente idée, je vais mettre ça en place, je te reviens, tu sais. » Je pense que collectivement, on va toujours être plus fort. Je pense que oui, on aime ça encourager. Peut-être que l'être humain a un peu un inconfort par rapport à la blessure des autres, par rapport à l'inconfort de l'autre. Je pense qu'il faut quand même qu'on dépasse ça, puis qu'on aille vraiment prendre les vraies informations. Comment tu vas? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, tu sais? Ben, ça résonne vraiment avec moi ce que tu dis quand même, parce que je trouve que c'est important de pas attendre des fois que la personne demande de l'aide. Puis ça se peut aussi là, que tu décides de demander les vraies choses, puis je pense que ça se peut que la personne soit pas prête à te les dire. Absolument. Mais au moins, j'ai, en tout cas, de mon vécu personnel, de ma perception à moi, quand une autre personne de l'entourage prend le temps de demander, même si je suis pas prête à répondre, le moment où est-ce que je vais l'être, je vais m'en souvenir. C'est vers elle que tu vas aller en premier parce que la porte est déjà ouverte. Exactement, puis savoir qu'il y a quelqu'un qui a conscience, qui le sait dans sa tête que t'as pas toujours besoin d'exceller, t'as pas besoin de toujours réussir, t'as pas besoin de toujours être le rayon de soleil de tout le monde, c'est correct que ce soit pas le cas. Ça peut vraiment aider, même si la personne se braque ou est pas prête quand tu fais les démarches. Je pense qu'il faut un peu valoriser de semer des graines. Exactement. C'est ça que j'allais dire. La graine va être semée, puis elle va pousser quand ça va être le temps de pousser, quand les conditions vont être bonnes, mais au moins, toi, t'as fait le premier pas, puis la porte est ouverte, la graine est semée, puis la personne ne veut pas, comme tu dis, là, si elle n'est pas prête à le recevoir, elle va quand même le garder dans sa tête, puis l'intérioriser, là. C'est ça. Même si tu te fais revirer de bord, sans t'inquiéter, puis passer 24 heures sur 24 à penser au vécu de la personne, juste semer la graine, des fois, c'est tout ce que ça prend pour qu'une couple de semaines plus tard, une couple de jours, une couple d'heures plus tard, ce soit vers toi que la personne se penche pour l'aider à l'accompagner là-dedans, puis l'aider à l'amener vers les bonnes solutions, vers les bonnes ressources pour elle. Là. Oui, puis c'est ça qui va faire toute la différence en bout de ligne. Là. C'est absolument. Le filet de sécurité de la personne. Tu sais, oui, ça peut paraître anodin, ces petites actions-là. Tu sais, nous autres, on se dit, ben c'est tel que tel, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ça fait vraiment toute la différence. Ouais. Absolument, je suis 100% d'accord. Puis, comment t'as vécu l'espèce de transition à là, je suis épuisée, je suis complètement brûlée, je suis vidée, à revenir, parce que ça fait quand même pas si longtemps que ça, puis t'as nommé qu'à ce moment, tu vis une période quand même d'équilibre sain. Fait que comment ça s'est passé, cette espèce de transition-là? Vraiment bizarre. Genre, je sais que ça paraît étrange, même, mais c'était vraiment... Ça a vraiment été étrange comment ça s'est fait. Tu sais, je pense qu'on s'attend tout le temps à pinpoint le moment où est-ce que tout a changé, tu sais. Mais au final, c'est pas ça, là. Tu sais, ça se fait dans un continuum, puis comme, encore en ce moment, oui, je me sens en équilibre. Je sais que la fragilité est encore là, tu sais. Je sais que la fragilité va toujours être là, mais je pense que je te dirais qu'il a fallu que je fasse un certain deuil quand c'est arrivé. Ça a été beaucoup de discussions avec mes proches, beaucoup de remises en question, beaucoup de réflexion, beaucoup de méditation, beaucoup de yoga. Je me suis remis un peu plus en action. J'ai fait des choses que moi, j'avais envie de faire au moment où j'avais envie de faire. Ça a été quelque chose que j'ai réappris aussi. Je pense que c'est peut-être ça qui m'a vraiment sauvée, là. Tu sais, de réapprendre à, OK, je suis un être humain à part entière. J'ai des loisirs, j'ai des intérêts, puis j'ai le droit de prendre le temps de les faire. J'ai cette liberté-là, tu sais. Ça a vraiment été de réapprendre à vivre pour moi. Puis quand j'ai réussi à poser ces actions-là, ben là, tranquillement, pas vite, le sentiment de pouvoir à l'intérieur de moi a commencé à se réinstaurer. Ouais. De voir que j'étais capable de faire des moves qui me faisaient du bien, qui étaient sains pour moi, d'aller rechercher les personnes saines pour moi, de faire un petit clean-up des fois, des gens que ça cadrait plus peut-être avec les valeurs que j'avais à ce moment-là, la vision du futur que j'avais. C'est ça. Ça s'est vraiment fait en continu. Je pourrais pas te pointer une journée où est-ce que j'ai fait « Oh mon Dieu, ma vie a changé ». Je pense vraiment que le jour où est-ce que j'ai quitté cet emploi-là, il y a un poids qui s'est déchargé de sur mes épaules. Mais ça s'est vraiment... j'ai retombé en équilibre quand que j'ai été capable de justement poser ces actions-là pour moi, de plus avoir ce sentiment de culpabilité-là, de faire quelque chose pour moi, de me dire « Ah, je devrais prioriser les autres ou je devrais prioriser autre chose ». Quand ces pensées-là ont disparu, j'ai senti la réussite. Là, j'ai senti que
OK, j'ai atteint un certain équilibre dans lequel je peux jongler, là, tu sais, dans lequel je suis bien, que je peux continuer à avancer. C'est vraiment, c'est libérateur, là. Je sais pas si toi, ça t'arrive, là, d'avoir ce sentiment de culpabilité-là qui vient prendre emprise sur toi, mais quand t'es capable de t'en débarrasser, là, ouf, ça fait toute la différence. T'as l'impression un peu de revivre, là, tu sais, de l'étau qui était autour de ton cou se dessert, puis tu peux enfin respirer, puis voir la lumière au bout du tunnel, là, tu sais, voir que, inquiète-toi pas, c'est juste un passage, c'est vraiment désagréable, mais c'est juste un passage. Je pense que ce que tu viens de nommer, c'est un peu la clé, parce que l'équilibre, c'est jamais quelque chose qui va être constant. Ça va toujours être en variation, peu importe ton stade de la vie. Même si t'es sûr là, que t'as toutes tes affaires coulées dans le béton et que tout est sous contrôle, il va toujours avoir quelque chose qui va venir, whoop! Exactement, là, tu sais, j'étais encore au cégep, puis j'ai revécu une période d'adaptation, de passer d'être étudiante à être étudiante stagiaire à temps plein. C'est complètement différent. Au final, je pense que l'équilibre, ça va être d'apprendre à s'écouter. Je sais pas ce que t'en penses, là, mais pour moi, ça a vraiment été ça. Tu sais, de savoir, OK, c'est quoi ma limite? Tu sais, là, mettons, j'ai fait telle affaire, j'ai été au bout de moi-même, je suis vidée après l'avoir faite. Comment, quand je vais me réembarquer puis réessayer, je peux faire pour éviter que je sois aussi vidée? Ouais, exact. Pour plus te rendre là. Exactement, c'est ça. Puis, de prendre le temps, de pas minimiser l'importance d'ajouter des choses de ton bonheur personnel. Tu sais, des fois, c'est correct si ton lavabo, il est plein de vaisselle sale, puis que tu décides de peinturer ou d'aller passer la journée à ta terre à bois sans travailler sur quoi que ce soit, juste ton fun, là, ton bien-être, là. Des fois, c'est comme pas mal plus important que ta vaisselle sale, parce que les chances sont que quand tu vas revenir, ben tu vas avoir été chercher l'énergie pour la faire. Exact. Tu vas l'avoir fait, ce petit bout-là de ressourcement, remplir ta batterie. Exactement. Tu sais, juste la satisfaction de faire quelque chose que t'aimes, de faire quelque chose pour toi, d'avoir, après ça, plus de place pour le reste dans ta vie, dans ta tête aussi, là. Tu sais, te dire que la vaisselle, ben, c'est plus aussi lourd que ce que ça avait l'air avant, tu sais, parce que, mon Dieu, t'as pris tellement un beau moment, puis tu peux te rattacher à ce beau moment-là en nature, par exemple, pendant que tu frottes ton verre puis ton bol, là, tu sais. Exactement. Tu sais, moi, c'est tellement comme les enfants, là. Tu sais, en ce moment, j'enseigne un cours de patin, puis comme... C'est comme mon bonbon, là. Tu sais, c'est mon petit 45 minutes par semaine, là, que peu importe ce qui se passe, peu importe c'est quoi les travaux que j'ai à faire à remettre, peu importe comment je suis brûlée, j'ai mal dormi, c'est mon petit bonheur. Tu sais, oui, c'est un moment où est-ce que je travaille, en réalité, mais c'est un moment où est-ce que c'est moi qui choisis la situation, c'est moi qui passe un beau moment, puis je fais juste récolter le petit bonheur qu'il m'apporte. Au final, j'avais pas besoin de faire ça, là, tu sais, je veux dire, j'ai déjà un emploi, je peux travailler plus d'heures si je veux, y a pas de problème, là. De prendre le temps de planifier quelque chose aussi que, tu sais, là, je suis sur un gros projet de voyage que je planifie quand même depuis quelques mois, puis juste le planifier, là, je suis même pas partie encore, là, juste le planifier, là, j'étais écœurée de tout, là, j'étais en train de faire mes devoirs, j'avance pas, je suis bloquée dans un passage, j'ouvre mon petit Google Doc de voyage, je texte ma meilleure amie avec qui je vais partir, puis je planifie, je parle, j'y pense. Puis même avoir cette expérience-là qui va quand même être un investissement, là, tu sais, veux pas, je vais payer pour ce voyage-là, puis juste pour ça, là, comme cet été, j'avais pas de difficulté à trouver la motivation pour travailler la majorité du temps, là, il y a toujours des journées qu'on est brûlé puis ça ne tente pas. En effet, ça change tout le temps, là. C'est ça, mais comme la majorité du temps, ça me fait plaisir d'être là parce que, tu sais, je vois des gens, comme là, quand je travaille au CPE, c'est un peu ça, là, tu sais, je vais chercher ma dose de câlin puis de, comme, bonheur enfantin. La naïveté de l'enfant, là. Exactement. De voir le quotidien à travers ses yeux d'enfant, de s'émerveiller, là. Oui, la légèreté de tout ça, là. Exactement. Je continue les apprentissages qu'ils ont faits avec leur éducatrice. Je les garde en sécurité, puis je m'assure qu'ils passent une belle journée. Moi, j'arrive là, puis j'ai tout le temps l'optique d'avoir du fun avec les enfants. Juste être témoin de cette vulnérabilité-là, de cette beauté-là de l'enfant qui apprend à exister puis à devenir humain, ça me recharge tellement des fois, là. Puis en plus, je repars de là, puis je me dis, j'ai plus de ça de côté pour mon voyage, que ça, c'est comme mon accomplissement personnel. Je pense vraiment que toujours garder en tête, peu importe comment c'est une grosse période de la vie, l'importance d'avoir des choses qu'on aime. D'avoir des buts, d'avoir des objectifs pour nous, là, pas juste professionnels, là. Exactement. Ben, ça peut être professionnel, oui, mais ça peut être indépendant. C'est ça. Puis je suis consciente que des fois, on vit des grosses périodes de transition, fait que c'est plus difficile, là. Par exemple, l'entrée au cégep, peut-être l'entrée dans un nouveau milieu de travail. Mais faut pas, en permanence, les mettre de côté.
Tu sais, des fois, on peut jauger un peu l'espace que ça prend parce qu'on en a besoin plus ailleurs, mais faut jamais le négliger au complet parce que c'est dans ces moments-là, je trouve que ça peut être encore plus difficile de garder un équilibre parce que là, on passe le moment de transition sans revenir à des moments de bonheur qui nous rechargent. Fait qu'en plus d'être comme déjà un peu plus fatigué d'une période de transition, on continue à pas se recharger. Exact. Puis à se décharger. On minimise l'importance de trouver un équilibre. C'est différent pour chacun, là. Tu sais, je veux dire, j'ai des proches, là, que leur façon de se recharger, là, ça va être d'aller sur leur terre à bois puis de, comme, construire 52 millions d'affaires puis de bûcher du bois. C'est pas ma version, mais si c'est la tienne, go for it. C'est ça que ça prend. Ça prend une motivation en dehors. Dans ta vie, tu vas toujours avoir des périodes de déséquilibre. Ben oui. Tu vas toujours revivre des périodes de transition, puis c'est ce qui fait la beauté de la vie aussi, l'espèce de continuum de toujours vivre, de vivre des nouvelles expériences, d'évoluer, de grandir. Mais non, absolument pas. Tu sais, on parle aussi de l'importance de s'entourer. Absolument. Tu sais, de s'entourer des personnes saines pour nous, des relations qui nous font du bien et tout ça. Je pense quand même que c'est important de le nommer, qu'il faut aussi qu'on mette nos limites parfois avec ces gens-là. Puis c'est encore plus difficile dans des moments négatifs, mais de mon côté aussi, c'est des moments de bonheur. C'est comme un de mes meilleurs exemples, le temps des fêtes. C'est un méchant challenge parce que... Oh mon Dieu, on a toutes 36 000 familles, on dirait, c'est à ça. Gauche, à droite. Puis comme, je veux être là pour absolument tout le monde si je peux et tout, mais... C'est pas réaliste. Je peux pas exactement, là, tu sais. Puis j'ai un côté de ma belle famille que mon beau papy, quand c'est Noël, c'est sa journée de l'année, là. J'en parle dans les longues, puis comme je vois des étoiles dans ses yeux, c'est son moment préféré, là. Quand je pense à cette personne-là, c'est un des plus beaux moments que je vais voir, d'être témoin de cette joie-là. Dans ma tête, je me dis, OK, je veux avoir le plus de beaux moments de qualité avec mes personnes. Fait qu'à ce moment-là, je vais aller profiter de Noël avec ce papy-là, par exemple, parce que c'est sa journée, lui, c'est son meilleur moment. Puis, je vais prendre le temps, quand moi, je vais être disponible, d'aller passer du temps avec mes grands-parents, puis là, d'aller chercher un autre moment de qualité. J'ai encore un peu un sentiment de culpabilité, des fois, là, quand « Ah, t'étais pas là à ma fête! » Non, je fais ce que je peux, ou tu sais, des fois, ça va être des actes de présence. Tu sais, si je peux pas être là, je vais passer avant de venir travailler, juste te dire te donner un bec, te donner une bonne fête, te dire que je suis là quand même, t'écrire, aller te chercher un autre moment, te voir à un autre moment, si je peux. Mais c'est un méchant challenge, parce que c'est des gens qui sont tellement là pour moi. Ben oui. Ils sont présents à toutes les occasions. Tu les aimes aussi, tu veux être là pour eux, là. Exactement. Mais à un moment donné, il faut qu'on se mette ses breaks aussi. Fait que c'est ça que je fais. J'essaie de faire la paix avec le fait que je pourrais peut-être jamais en donner autant que ce qu'ils m'ont donné, en étant reconnaissante de tout ce que je reçois puis de tout ce que j'ai, puis en étant reconnaissante en connaissant mon privilège, tout en sachant que, je veux dire, je choisis mes moments. Tout est une question de balance, au final, là. Absolument. Puis, tu sais, j'ai pas encore trouvé la bonne réponse. Est-ce qu'il y a vraiment une bonne réponse? Moi, Je c'est pense plus ça pas. que je me demande. Je pense vraiment que... tu sais, équilibrer le travail, les études, le bonheur personnel, comme on l'a dit tantôt, ben chacun a ses barèmes, chacun a ses besoins. Mon équilibre à moi sera pas pareil nécessairement que la tienne, sera pas pareil que celle de la personne qui habite en face de chez nous. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de s'analyser nous-mêmes pour connaître nos besoins. Puis, tu sais, on parle souvent des résolutions de la nouvelle année, là. Mais pourquoi ne pas partir à la place la nouvelle année en s'assoyant puis en réfléchissant justement à nos besoins? C'est quoi nos besoins, nous? C'est quoi nos besoins sociaux? C'est quoi nos besoins en loisirs? Comment ça se passe au travail? Ça va-tu bien? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça aille mieux? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça reste comme ça puis que ça reste positif, ça reste le fun? Au lieu de se mettre des résolutions qu'on ne tiendra pas, là. C'est ça. Faire une petite introspection de début d'année, là. Exactement. De comment qu'on voit l'année. Tu sais, des fois, se donner une ligne directrice, ça nous aide. Tu sais, dans mon cas, là, je trouve que des résolutions, là, ça fonctionne pas. Par contre, quand je prends le temps puis que je me dis, OK, qu'est-ce que je me souhaite pour cette année? Qu'est-ce qui m'a manqué, par exemple, l'année d'avant? Là, il y a une année, là, il m'a manqué de bonheur personnel, justement. Là. J'avais juste l'école, par exemple, tu sais, ma première année de cégep. Fait que l'année d'après, j'étais comme, je peux prioriser. Puis c'est là que mon projet de voyage est né. Tu sais, je m'étais mis comme ligne directrice sans me forcer. J'y pensais dans ma tête, j'étais comme, OK, comment je peux trouver quelque chose qui vient rejoindre mes intérêts personnels en étant en dehors de l'école? Parce que tout mettre ton énergie à la même place, ça marche jamais bien. Puis tout tournait autour de l'école à ce moment-là pour toi, là. C'est ça, puis je veux dire, c'était normal, puis je suis contente de ne pas avoir pris d'autres engagements parce que je pense que ça aurait été trop. J'avais pas la place pour le faire, mais
quand que ma période de transition s'est terminée, il était temps que j'ajoute d'autres choses qui me rendaient heureuse, tu sais. Fait que non, c'est ça, je pense qu'ajouter des choses qu'on aime puis se donner une ligne directrice, pour moi, en tout cas, c'est ce qui fait plus la différence. Ta ligne directrice était quand même floue, là. C'est ça, là. Tu sais, c'était large, là. T'avais du jeu pour modifier selon ce qui se passait au courant de l'année, là. Exactement, parce que tu le sais pas, là. Même si t'accordes une vision à ton année, tu te souhaites des choses, tu le sais pas comment ça va aller, là. Tu le sais pas, les défis que tu vas vivre, les réussites que tu vas acquérir. Fait qu'il faut que tu te laisses une liberté. Je veux dire, on peut pas la prévoir, la vie, là. Fait que ce serait vraiment d'équilibrer toutes les sphères de ta vie. C'est avoir un bon nombre d'activités de loisirs, de temps personnel, accorder de l'importance à ton travail, mais ne pas en faire ta vie, là, de pas faire de ton travail ta vie uniquement. Exactement. Puis, quand tu es aux études, de prioriser les études peut-être avant de prioriser le travail. Je sais que c'est pas toujours facile parce qu'on s'entend que quand on étudie au cycle supérieur, on a plus de responsabilités d'adulte un petit peu, puis on veut souvent travailler pour subvenir à ces besoins-là. Absolument. Mais je pense vraiment que c'est une question de discipline puis de rigueur. Faut vraiment s'analyser, nous, en tant que personne, c'est quoi nos forces, c'est quoi nos limites. Puis après ça, de prendre ces limites-là, puis de les instaurer dans notre quotidien, puis d'être capable de suivre ces valeurs-là puis ces limites-là, faire en sorte que les gens les transgressent pas, là. Exactement. C'est ce qui conclurait notre épisode pour aujourd'hui. Fred, un gros merci d'avoir été avec moi. Merci à toi. Écoute, j'ai adoré entendre tes témoignages aussi. C'est ce qui conclut ce deuxième épisode du Carrefour des Esprits Libres. Avant qu'on se quitte, je vous invite à vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode, mais également à nous suivre sur le reste de nos réseaux sociaux afin de ne manquer aucune activité offerte par le Carrefour Emploi La Binière. Vous trouverez les liens vers nos différentes plateformes dans la description. Vous avez des questions pour nous? Des suggestions de sujets ou des segments qui pourraient bonifier le podcast? Encore mieux, vous désirez vous impliquer dans le podcast, que ce soit à l'avant-plan ou dans le processus de production? Si vous avez répondu oui à au moins l'une de ces questions, vous trouverez les façons de nous joindre dans la description.